bienvenue dans ce nouvel épisode de YouAll Podcast. On est sur un épisode hors série encore pour aujourd'hui et comme vous le voyez, je suis solo aujourd'hui. Donc il n'y aura que moi, Isaline, du coup pour cet épisode. Parce que vous savez, on fait régulièrement maintenant avec Marie des petits épisodes solo chacune lorsqu'on a envie d'un moment un peu plus intime, un peu plus deep, un peu plus perso. Et on s'était dit que notre podcast, c'était aussi clairement un espace pour vous proposer ce genre de contenu. Du coup, on est aussi avec Floki qui est, comme vous le voyez sur la vidéo pour les personnes qui nous regardent en vidéo, en pleine sieste. Donc c'est parfait. La thématique de cet épisode hors série, c'est l'errance médicale. Pourquoi est-ce que je voulais parler de l'errance médicale ? Parce que déjà, premièrement, en tant que psychologue, c'est un sujet que j'aborde hyper régulièrement avec les personnes que j'accompagne. C'est un sujet qui est important parce que malheureusement, il est trop peu discuté. Et comme son nom l'indique, forcément, c'est pas quelque chose qui est abordé et qui est vraiment adressé. La preuve, c'est qu'il y a énormément encore de personnes qui en souffrent aujourd'hui, dont moi. Et c'est aussi pour ça que je voulais parler de cette thématique-là. C'est que moi aussi, personnellement, je suis dans une forme d'errance médicale et donc je voulais m'appuyer justement sur mon vécu pour vous parler de cette thématique à la fois importante du coup d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso. Donc, c'est parti. Évidemment, cet épisode, du coup, il comprendra des éléments de ma vie personnelle. S'il y a des personnes que ça ne met pas à l'aise, n'écoutez pas cet épisode. Et puis, pour les personnes pour qui c'est OK, profitez-en bien et j'espère que ça vous plaira. Déjà, on va essayer de commencer assez simplement par définir ensemble ce que c'est que l'errance médicale. Parce que c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître assez parapluie, assez vaste. Donc, l'errance médicale, donc on parle d'errance lorsque une personne va être confrontée pendant des mois, des années à l'impossibilité d'obtenir un diagnostic clair. Le diagnostic peut être lié à des problématiques physiques, à des problématiques psychiques, à des problématiques physico-psychiques. Donc, absence de diagnostic clair ou absence de traitement adapté à la problématique de santé, là où les problématiques de santé de la personne. Dans l'errance médicale, les personnes vont avoir tendance à consulter de nombreux spécialistes sur des longues périodes de temps, à changer fréquemment de médecin, à subir des examens multiples, sans du coup obtenir de résultats concluants, de résultats clairs. Forcément, dans les cas d'errance médicale, il va y avoir ce qu'on appelle des facteurs aggravants. Donc on va avoir des personnes, par exemple, qui vont avoir une variabilité de symptômes telle que forcément ça va être plus compliqué de trouver ce qui se joue vraiment. Tout un tas d'éléments qui pourront venir encore plus compliquer la démarche. Et évidemment, il y a une variabilité aussi individuelle assez importante parce qu'un même problème ne va pas se caractériser forcément par les mêmes symptômes selon les personnes, selon le contexte, etc. etc. J'ai pris des petites notes, donc c'est pour ça que aussi pendant cet épisode, je me permettrai de regarder un petit peu mes notes. Forcément, certains facteurs aggravants, ça va aussi être parfois le manque de formation ou la stigmatisation par les professionnels de santé, notamment sur des problématiques qui sont nouvelles ou qui ont été très longtemps éloignées plus ou moins volontairement par les recherches et par les études. Je pense notamment, par exemple, aux troubles psy qui sont plus ou moins émergents. Par exemple, on va aujourd'hui le voir dans le diagnostic de l'autisme chez les adultes, encore plus chez les femmes ou les minorités de genre. Et donc, cette errance médicale, les conséquences, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont être en souffrance prolongée, non pas seulement par rapport aux symptômes dont elles souffrent, mais aussi par rapport à l'errance médicale elle-même. L'errance médicale, elle génère elle-même une forme de souffrance parce que on ne trouve pas de réponse, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, parce que ça peut être très souvent minimisé malheureusement par les différents professionnels de santé, voire même invalidé, parce qu'on est renvoyé à droite à gauche, parce qu'on nous dit que c'est dans notre tête. Oui, pour les troubles psychiques, c'est bien le principe que ce soit dans notre tête. Et c'est pas pour autant que ça en fait quelque chose d'invalide ou à minimiser. Bref, il peut y avoir tout un tas de conséquences, et même pas il peut y avoir, il y a tout un tas de conséquences autour de l'errance médicale, au-delà même
des symptômes pour lesquels on cherche à trouver des réponses. L'errance médicale, c'est quelque chose qui, du coup, est assez peu étudié. C'est tellement un champ vaste que c'est difficile de sortir un peu des données, mais j'ai voulu quand même me renseigner un petit peu à ce sujet. Par exemple, pour vous donner des petites infos indicatives, en France, il y a certaines associations de patients et il y a ce qu'on appelle l'HAS, donc l'Haute Autorité de Santé, qui estime que les délais de diagnostic pour certaines maladies chroniques peuvent aller de 4 à 7 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais vraiment pas si vous vous rendez compte de ce chiffre. Pour certaines maladies, on peut avoir des diagnostics qui prennent entre 4 à 7 ans. Vous vous rendez compte de la durée, du nombre d'années de souffrance, d'incompréhension, de doute, de colère, de frustration, de difficultés, d'absence de traitement, etc. Enfin bref, c'est absolument énorme. Par exemple, pour les troubles du spectre autistique, donc TSA, il y a encore quelques années, on mentionnait que les diagnostics pouvaient atteindre entre 5 et 10 ans pour les adultes. C'est-à-dire entre le moment où la personne se questionne un petit peu, se questionne sur sa structure, sur ses difficultés, et le moment où il y a un diagnostic, entre 5 à 10 ans, à l'âge adulte, et surtout pour les femmes ou les personnes sexisées. Enfin, c'est absolument énorme. Et ces délais, bien sûr, ils peuvent être encore plus importants. Dans certains cas assez exceptionnels, ils peuvent être réduits, mais dans la plupart des cas, ils peuvent même être encore plus longs. Et la souffrance liée à l'errance médicale, c'est aussi un vrai sujet. Moi, c'est quelque chose que j'accompagne très régulièrement. C'est des sujets qui reviennent beaucoup dans mes consultations. Parce que oui, l'errance médicale, elle est renforcée par, on va dire, les oppressions classiques. C'est-à-dire que les minorités qui sont discriminées dans notre société, elles vont encore plus subir l'errance médicale parce qu'il y a des biais qui vont s'ajouter, donc les biais racistes, les biais homophobes, les biais misogynes, les biais validistes, etc. Donc plus on va cumuler des facteurs d'oppression dans notre système, plus en fait l'errance médicale risque d'être accrue à cause d'autres facteurs d'oppression. Et ça, c'est quand même aussi important à souligner. Si je prends par exemple une femme noire handicapée, son errance médicale va être significativement plus longue qu'une femme blanche valide, par exemple. Ça, c'est un fait. Du coup, c'est un sujet que je voulais aborder parce que je suis moi-même dans un parcours d'errance médicale depuis, je dirais, depuis bien plus de 5 ans maintenant, à peu près, au moins 5 ans. Et du coup, j'ai pas trop de réponses à vous donner sur ce que j'ai parce que je ne sais toujours pas. Par contre, je peux vous expliquer un petit peu mon histoire et mon parcours d'errance médicale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a commencé pour moi en 2016. Donc en fait, en 2016, j'ai eu un grave accident de voiture, du coup avec mes parents. On rentrait en fait de l'anniversaire de ma mère, donc vraiment date incroyable pour un accident de voiture, c'est ironique évidemment. On rentrait en voiture, il était vraiment tard dans la nuit. On traverse en voiture à un feu vert, donc notre feu est vert. Et une voiture grille le feu rouge perpendiculairement à nous et nous fonce dedans, en fait, littéralement, à ce croisement. Donc, et nous fonce dedans sur le côté en allant bien plus vite que la limite de vitesse et en ayant évidemment grillé son feu rouge. Donc, énorme choc dans la voiture. Donc, moi, j'ai subi un choc à la tête, j'étais sur le côté, j'étais attachée, heureusement. Heureusement, sinon je ne serais pas là pour vous en parler aujourd'hui. Et donc, j'ai subi un choc à la tête latéral, en fait, sur le côté droit. Je m'en suis pas rendu compte directement parce que l'adrénaline a fait que ça allait. Je suis sortie de la voiture, j'avais pas mal, etc. Je me suis occupée de ma mère qui, elle, avait l'air d'aller moins bien sur le moment même. Du coup, je l'ai accompagnée dans l'ambulance, etc. En étant accompagnatrice, j'ai pas été prise en charge parce qu'à ce moment-là, je montrais pas de symptômes. Et en fait, quand l'adrénaline est redescendue, en fait, c'est moi qui commençais à aller pas bien. Donc, j'ai commencé à avoir des nausées, vomissements, etc. Donc, ils se sont occupés de moi. Et au final, sur le moment même, donc à l'hôpital, j'avais eu traumatisme crânien, mâchoire déplacée, des problèmes, grosse entorse cervicale, le cou du lapin, etc. Enfin, pas mal de choses. Et en fait, pendant très longtemps, jusqu'à il y a encore quelques années, je pensais que les problèmes et les symptômes que j'ai actuellement découlaient de cet accident. Spoiler alerte, probablement pas. Et donc, pendant des années, j'ai subi, on va dire, des symptômes. Donc, en fait, je pensais vraiment que ça venait de cet accident. Donc, en fait,
En grandissant, j'ai développé des migraines très intenses, très importantes. J'ai développé des problèmes d'oreille interne, ça je vous en reparlerai. Bref, tout un tas de symptômes inexplicables, mais que je reliais à cet accident de voiture, parce que c'était arrivé quelques années après, du style en 2018, 2019. Et donc pendant très longtemps, j'ai aussi participé peut-être plus ou moins indirectement à mon errance en pensant vraiment que c'était la conséquence de cet accident. À ce jour, donc on est en 2025, j'ai toujours pas de réponse vraiment sur ce que j'ai, malgré mes symptômes. Mes symptômes les plus impactants, ça va être mes problèmes d'oreille interne. Donc je souffre en fait de vertige par crise. La plus grosse crise que j'ai faite, elle a duré 3 mois. J'étais même plus capable de conduire. Parce que le fait d'être dans la voiture me générait de tels vertiges, ça pouvait m'arriver de vomir. Assez compliqué, surtout quand on travaille et qu'on a besoin de son véhicule. Et à l'époque, mon véhicule, je pouvais faire 3 heures par jour de voiture. Une impression de tanguer régulièrement. Là, pour vous dire, actuellement, je peux même avoir développé des vertiges dans un escalator. Ce qui est quand même un petit peu chiant, on va pas se mentir. Instabilité, perte d'équilibre, nausées, migraines, douleurs aussi chroniques, etc. Dans les articulations, bref, tout un tas de symptômes qui s'expriment par crise. C'est pas forcément constant, mais c'est par crise. Des spécialistes, j'en ai vu plein. J'avais vu un nombre incalculable d'ORL, de médecins, de spécialistes, d'ostéo, de kiné, de rhumatologues, bref, je saurais même pas vous dire le nombre de médecins que j'ai vus qui se renvoyaient en fait la balle entre eux, quoi. Qui se renvoyaient vraiment la balle entre eux. Et ça, c'est aussi un des grands principes de l'errance médicale, c'est qu'on est trimballé en fait d'un médecin à l'autre, d'un examen médical à un autre. J'ai fait des tonnes d'imagerie, IRM, scanner, radio, prise de sang en tout genre. Bref, en fait, qui mène à rien, quoi. Ou vraiment à pas grand-chose. Alors oui, j'ai des symptômes qui ont été clairement détectés. C'est-à-dire, par exemple, je perds de l'audition à l'oreille droite. Pareil, moi, je pensais que c'était lié à mon choc à la tête parce que je m'étais cogné la tête à droite. Et il s'avérerait que non, ça n'était pas forcément, ça serait pas forcément lié, que ça peut être un symptôme complètement indépendant. Donc, j'ai des symptômes qui sont évalués, c'est-à-dire j'ai une aréflexie au niveau de mon oreille interne, c'est-à-dire que j'ai perdu un réflexe qui participe à mon équilibre dans mon oreille interne, etc. Enfin bon, j'ai des symptômes, mais qui concordent avec pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça a en fait comme conséquence, ça? C'est insupportable en fait, parfois. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis retrouvée dans ma voiture ou chez moi en rentrant d'un énième examen médical non concluant à pleurer, on va dire, toutes les larmes de mon corps, hurler presque en fait de frustration, à être fatiguée en fait, à être fatiguée, épuisée en fait de payer pour des rendez-vous. Ça m'est déjà arrivé de voir des spécialistes à Paris qui m'ont coûté, pour des examens médicaux qui m'ont coûté genre 250, 300 euros. Parce que bien sûr, les spécialistes vers lesquels on va t'envoyer, c'est des conventionnés secteur 12 qui pratiquent des dépassements d'honoraires plus haut que mon salaire, quoi. J'extrapole, même si c'est un peu ça. Et en fait, on se rend pas compte aussi du coût de l'errance médicale. Ça a un coût énorme en termes de déplacement pour aller à des rendez-vous parce qu'évidemment, tous les spécialistes n'exercent pas, on va dire, dans notre secteur géographique. Ça prend du temps, c'est extrêmement chronophage. Les temps de consultation, les temps de trajet, les temps de réflexion, les temps de recherche, c'est extrêmement chronophage, l'errance médicale. C'est énergivore parce que, comme je le disais, il faut se déplacer, il faut chercher, il faut essuyer entre guillemets, les échecs, les non-réponses. Il faut essuyer aussi les comportements des spécialistes parce que certains spécialistes ont la fâcheuse tendance à assez facilement invalider, minimiser, etc. J'ai la sensation que c'est même pas une sensation, c'est une réalité, que c'est encore plus le cas quand on est une femme. Parce que oui, les recherches aussi montrent que les femmes, de manière générale, dans la santé, sont bien moins bien diagnostiquées que les hommes. Donc en plus, on doit subir ces biais-là, qui sont assez révoltants et assez frustrants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir votre médecin ou un spécialiste qui minimise qui minimise ce que vous vivez. C'est absolument insupportable quand ça fait des années que vous recherchez ce que vous avez sans réponse, en étant
trimballée à droite à gauche. Enfin bref, si vous saviez le nombre de fois où je me suis retrouvée dans cette posture, en fait, à être fatiguée, quoi, et en avoir marre, et à abandonner. Là, par exemple, ça fait des mois et des mois que je suis censée encore faire certains examens, certaines prises de sang, et que j'ai tout mis en pause parce que je suis fatiguée, en fait. Je suis fatiguée d'essuyer des échecs. Ça me prend trop d'énergie, ça m'aspire mon moral, en fait. J'ai l'impression que ça me draine mon humeur, ça me draine ma joie de vivre, en fait, à certains moments. Dans les moments où ça va, niveau symptômes, je me dis que bon, ben, allez, je peux attendre. Je peux repousser un petit peu tel rendez-vous et je peux repousser machin parce que bah, les moments où ça va, forcément, j'ai aussi envie d'en profiter. J'ai aussi envie de les investir autrement. J'ai aussi envie de faire des choses. Et en fait, et ça, c'est malheureusement un mécanisme qui apparaît souvent, c'est que quand on va bien, bah, du coup, on n'a pas envie de passer notre temps à faire des rendez-vous médicaux, à faire des examens médicaux, à être chez les médecins, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Et je le comprends à 1000%, même si, en un sens, bah, c'est justement quand ça va qu'on a l'énergie suffisante pour s'adonner à toutes ces recherches-là. Et donc, effectivement, c'est aussi et surtout quand ça va, ben, qu'on peut mettre cette énergie dans les recherches. En même temps, je comprends qu'on ne la mette pas parce qu'on en a marre, en fait. Et moi, j'en ai marre. En tout cas, souvent. J'en ai souvent marre. Et à beaucoup de moments, je suis aussi profondément désespérée de trouver des réponses. J'ai vraiment la sensation que je passerai ma vie sans réponse. Et juste que je vais devoir passer ma vie avec certains de mes symptômes. Et c'est déjà ce que je fais, au final. Je me surprends même moi-même parfois à me dire, bon bah allez là je me sens comme ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et en fait c'est terrible, en un sens, d'en arriver là, je trouve. C'est terrible de se dire qu'on doit en fait prendre juste l'habitude de souffrir. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on a un utérus et qu'on a nos règles tous les mois, bah, en fait, on est un peu conditionné à juste souffrir et la fermer en attendant que ça passe, quoi. Parce que en fait, on nous a éduqués à croire que c'était normal d'avoir mal et que on pouvait rien y faire et que on devait rien y faire et juste serrer les dents et traverser en fait cette semaine euh, qui qui est cette semaine, on va dire, mensuelle, qui peut être horrible pour beaucoup, qui l'est pour moi, d'ailleurs, aussi, en plus. En plus de mon trouble dysphorique prémenstruel, qui est encore quelque chose de sympathique lié à la joie immense, c'est ironique, d'avoir un utérus. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est conditionné à tolérer une certaine forme de souffrance. Là, je parle de nous, les femmes, les minorités de genre, les personnes sexisées, etc. Principalement. L'errance médicale, c'est quelque chose en fait qui se rajoute à la pile aussi parfois. C'est-à-dire que là, je vous parle de l'errance médicale comme un problème en soi, je vous parle aussi des conséquences psychologiques surtout de l'errance médicale, mais parfois ça se rajoute à d'autres choses. Ça se rajoute aux problématiques, j'en sais rien, du quotidien de la personne, ça se rajoute aussi à d'autres formes de souffrance. Là, je vous parlais effectivement par exemple des souffrances que peuvent vivre les personnes menstruées. Ça se rajoute aux problèmes et aux difficultés du quotidien. Il est rare qu'une personne, dans sa vie, ne souffre que, entre guillemets, d'errance médicale. Donc c'est quelque chose encore en plus, qui se rajoute, qui vient rajouter son lot de désespoir. Vraiment, je vous parlais de désespoir. À plein de moments dans mon processus, je me sens désespérée. Et c'est fort quand même, comme émotion, le désespoir. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de fort. Et c'est quelque chose que je ressens hyper régulièrement, en fait, au final, dans ce parcours-là, à tel point que j'ai très souvent envie d'abandonner. Mais le problème, c'est qu'on a beau ne pas avoir envie, ne plus avoir envie de chercher, bah, nos symptômes, ils vont pas disparaître pour autant. Bah, on doit quand même continuer de les subir. Et alors là, j'en vois aussi beaucoup de force et beaucoup d'amour aux personnes qui vivent des symptômes qui sont constants, ce qui n'est pas mon cas. J'ai, entre guillemets, la chance, si je peux dire ça comme ça, d'avoir des symptômes qui s'expriment plus par crise, même si ce qui est extrêmement handicapant avec mes symptômes, c'est que les crises, elles peuvent apparaître comme ça, sans prévenir, sans signe annonciateur, c'est-à-dire que d'un coup d'un seul, dans ma journée, je peux avoir une migraine qui apparaît extrêmement brusquement et qui m'invalide complètement. C'est-à-dire quand j'ai la migraine, moi c'est avec nausées, potentiellement des vomissements, perte d'équilibre, impossible de me lever. La seule solution, c'est que je me mette dans le noir complet, sans aucun bruit, sans
aucun écran, sans aucun rien en fait. Et vous vous rendez compte, quand ça m'arrive en pleine journée, alors que je travaille, alors que je suis en consultation, etc., ça m'invalide complètement. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des migraines qui apparaissent très rapidement et abruptement en plein milieu d'une journée de rendez-vous. Quand ça arrive en plein milieu d'un rendez-vous en visio, je trouve la force, je ne sais où, de terminer ce rendez-vous. Mais il y a 9 chances sur 10 pour que je ne puisse pas assurer les prochains. Si je me rends compte que ça va mieux alors que j'avais annulé des rendez-vous, je culpabilise. Enfin bref, tout un tas de paramètres aussi dont parfois on n'a pas trop conscience, c'est d'à quel point l'errance médicale, elle impacte les choses au-delà même, au final, de juste, entre guillemets, les symptômes. L'errance médicale, elle impacte la gestion de la vie quotidienne, elle impacte nos relations sociales, elle impacte notre rapport au travail, elle impacte notre humeur, elle impacte même notre santé globale en fait. Elle impacte notre être au monde, là maintenant, dans nos différents contextes de vie. Et ça me paraissait important en fait d'en parler, c'est un sujet dont on parle tellement pas assez. Moi, je vois passer des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux sur cette thématique parce que je m'y intéresse. Et donc forcément, l'algorithme me montre aussi des choses qui me concernent et qui m'intéressent. Mais de manière générale, est-ce que vous, par exemple, c'est un sujet dont vous entendez souvent parler? Est-ce que vous, de votre côté, c'est un sujet qui, dans vos environnements, là où vous viviez, dans les différents espaces que vous sollicitez dans votre quotidien, est-ce que c'est un sujet qui est adressé souvent, régulièrement, ponctuellement, rarement, voire jamais? Voilà, c'est des vraies questions. Et alors, je vous parle de tout ça de manière un peu, peut-être un peu pessimiste, entre guillemets, mais on pourrait aussi se poser la question de quelles pourraient être des pistes, on va dire, un petit peu d'espoir liées à l'errance médicale. Et je pense que c'est évidemment important de se poser cette question et d'y réfléchir ensemble. Pour moi, une des choses qui va être fondamentale, on va dire, dans ce cheminement, cette mise en travail un peu de l'errance médicale, déjà, c'est la formation des professionnels, parce qu'il y a encore beaucoup trop de professionnels de santé et de parasanté qui manquent de formation sur des diagnostics nouveaux, récents, ou qui doivent s'adapter, en fait. Donc ça, déjà, c'est une première piste. La pluridisciplinarité aussi entre professionnels, donc le fait de parler entre professionnels, mieux réussir à se transmettre les informations encore plus, faire du lien, et ça, c'est un truc qui manque clairement, et moi, je peux le dire autant d'un point de vue de pro-santé, parasanté, et aussi en tant que patiente, que personne qui a aussi des difficultés de santé. Il y a un manque cruel de communication et de pluridisciplinarité, en fait, dans certains secteurs et pour certaines problématiques. La sensibilisation aussi auprès des différents publics et même des gens de manière générale, donc encore plus sensibiliser, en fait, les gens aux différentes problématiques de santé, à comment prendre soin de leur santé, comment s'interroger, quand s'interroger. Il y en a déjà pas mal de la prévention qui est faite et de la sensibilisation qui est faite, mais ça manque encore. Et je pense notamment aussi surtout du côté de la santé mentale, de la sensibilisation sur les sujets de santé mentale. C'est encore une zone, c'est encore un espace de progrès, si je peux dire ça comme ça. Et je le sais parce que je suis aussi actrice, moi, de ce système-là. Et je le sais aussi parce que je suis un être humain qui vit dans ce système-là. Donc j'ai un peu les deux faces d'une même pièce pour me permettre d'avancer ces choses-là. Ensuite, du côté des patients, donc du côté des personnes qui vivent de l'errance médicale, qui vivent avec des problématiques et des symptômes qui, elles, n'arrivent pas à expliquer et qui ne trouvent pas de réponse. Les petites pistes, les petits conseils qu'en tout cas, moi, j'ai pu trouver dans mon parcours et essayer de mettre en place, c'est les suivants. Donc, le premier, ça va être de tenir un journal de symptômes. Ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est de noter. Pourquoi noter ? Parce que ça peut aider les différents pros de santé à détecter des schémas, à détecter des choses précises qui pourraient les aider à réaliser un diagnostic. Donc, noter régulièrement les manifestations des symptômes, leur intensité, leur durée, les facteurs déclencheurs que vous identifiez, le contexte dans lequel ces symptômes se sont passés. Est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le midi ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ? Bref, un journal de symptômes, ça c'est pour moi fondamental dans une démarche diagnostique, quelle qu'elle soit, errance médicale ou pas, en fait, au final. Ne pas hésiter aussi à demander un second avis, surtout dans le cadre de symptômes qui sont persistants sans diagnostic. Il
faut pas hésiter à aller voir un autre spécialiste. Même si c'est la même spécialité, d'aller consulter un deuxième spécialiste pour avoir un deuxième avis. D'ailleurs, on m'a fait découvrir une plateforme il n'y a pas longtemps qui s'appelle deuxièmeavis.fr et qui est un site sécurisé dans lequel vous pouvez demander un second avis en transmettant vos données médicales, enfin vos informations médicales, donc résultats d'examen, imagerie, etc. Ils disent en tout cas qu'en moins de 7 jours, vous avez un second avis. J'ai jamais testé la plateforme, je crois que je connais quelqu'un qui l'a testé. Je me dis que ça peut être une piste intéressante, donc je crois que c'est vraiment deuxièmeavis.fr, vous pouvez aller regarder, c'est un petit tips qu'on m'a donné, donc je vous le donne aussi. Et n'hésitez pas à vous rapprocher s'il y en a de centres experts qui seraient liés plus ou moins de près ou de loin à certains de vos symptômes ou à ce que vous identifiez comme étant peut-être votre problématique. Je pense notamment, par exemple, il y a des centres experts pour le diagnostic de l'autisme. Là, je vais vous parler plutôt de trucs de santé mentale parce que c'est mon domaine. Il y a des centres experts troubles de l'humeur. Il y a des centres experts troubles de la personnalité. Il y a bref. Et je me dis que pour les problèmes de santé physique, il doit aussi y avoir la même chose. Il ne faut pas hésiter aussi à s'entourer. Est-ce qu'il existe dans la sphère de vos symptômes des associations, des groupes de parole, des espaces, quels qu'ils soient, des espaces, des lieux qui peuvent vous permettre de partager, d'avoir des personnes qui sont un peu dans le même parcours que vous, avec qui vous pourriez trouver peut-être des informations pertinentes et intéressantes. Bref, c'est hyper important de s'entourer et de se soutenir, pas que pour s'informer, même pas que pour le diagnostic, mais juste aussi pour survivre en fait dans cette difficulté-là et pour se soutenir et pour s'apporter une sorte de réparation un petit peu collective qui est importante. À certains moments aussi, préservez-vous. Si vous en avez marre, si vous êtes fatigué, faites un peu une pause. N'hésitez pas à couper le rythme en fait. C'est-à-dire, n'hésitez pas à prendre des moments où juste vous arrêtez un peu les rendez-vous médicaux, ou vous vous posez, ou vous vous repliez un peu. Ces moments-là, ils sont importants s'ils sont nécessaires, si vous en sentez le besoin. C'est pas grave de ralentir le rythme. C'est pas grave même parfois d'arrêter le rythme pendant un temps. Si ça peut vous permettre de vous reposer, de regagner un peu des points de vie, de regagner un peu des points d'énergie et de pouvoir ensuite, si vous en avez envie, repartir de plus belle. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. En tout cas, vous dire que vous n'êtes pas seul dans ces difficultés-là, que mes DM aussi sur les réseaux sociaux sont ouverts, si jamais vous voulez qu'on en parle un peu plus. N'hésitez pas en tout cas, si cet épisode vous a plu, à laisser un petit commentaire, à le noter, on va dire aussi sur votre plateforme d'écoute, à nous suivre. YouAll Podcast, on existe un peu partout, Instagram, TikTok et les plateformes d'écoute. Si vous voulez, je vous mettrai des ressources aussi en légende de cet épisode pour essayer de vous apporter des petites pistes de ressources et d'outils. Et on est ensemble, vous n'êtes pas seul. Si des personnes qui m'écoutent aujourd'hui sont en pleine errance médicale, je vous envoie tout mon soutien. On est là aussi pour serrer les coudes. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit rendez-vous déjà dans 2 semaines pour le prochain, parce que cette année on sort un épisode toutes les 2 semaines. Du coup je vous dis à très vite sur le podcast. Salut!